Madame la Présidente. Le gouvernement dit avoir à cœur l'intérêt de la population. J'aimerais relever quelques contradictions dans ce Finance Bill. Pour commencer, la pauvreté. Dans son discours, le ministre des Finances a annoncé que le seuil d'éligibilité pour être inscrit sur le registre social serait augmenté pour aider les plus vulnérables, passant de 14 000 roupies à 16 400 roupies, pour permettre d'aider plus de personnes à travers les allocations. Mais c'était sans préciser que ce chiffre concerne une famille de 4 adultes et un enfant, ou une famille de 5 adultes. En découvrant le Finance Bill, on réalise qu'en réalité, il porte le seuil d'absolute poverty de 3 575 roupies à 4 000 roupies par mois pour une personne vivant seule. Sur quelle étude, sur quelle méthodologie ce nouveau seuil est-il fondé? 4 000 roupies, c'est à peine 133 roupies par jour. Le gouvernement avait lui-même reconnu la nécessité de revoir le Proxy Means Test, dont la dernière révision remontait à 2013. Cette révision a-t-elle été faite? Est-ce que ce gouvernement pense qu'il est vraiment possible de vivre avec 4 000 roupies par jour? Est-ce qu'il pense que cela reflète réellement le coût de la vie? Ce n'est pas raisonnable. Et puis, combattre la pauvreté, ce n'est pas simplement modifier le seuil qu'il a défini. La justice fiscale. Qu'est-ce qui se passe là? Qui a fait l'effort? Qui fait l'effort fiscal? Honourable, could you please keep quiet so I can hear her? Carry on. La justice fiscale. Qui fait l'effort fiscal? Le gouvernement retire à la section 16B l'augmentation prévue des droits d'enregistrement qui devait faire passer de 5% à 10% le taux applicable aux étrangers acquérant certaines propriétés résidentielles de luxe sous le régime EDB. En bref, l'achat d'un bien par un étranger sous le régime EDB devait coûter 5% de plus pour les étrangers. Cette hausse devait entrer en vigueur le 1er juillet 2026. Elle est finalement supprimée avant même d'avoir été appliquée. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'an dernier, avec la Fair Share Contribution, qui devait inclure la taxation des dividendes, des pressions venant de cercles fermés sont exercées et des mesures qui permettraient non seulement de remplir les caisses de l'État, mais aussi de ramener un peu de justice fiscale sont retirées. Pendant ce temps, le salarié mauricien continue de supporter la pression fiscale. Dès que son chargeable income dépasse 1 million de roupies par an, le taux marginal d'imposition passe à 20% et il y reste jusqu'à 12 millions par an. Autrement dit, un cadre dont le chargeable income s'élève à 1,5 million par an est logé à la même enseigne qu'un grand patron qui gagne 11 millions par an avec le même taux marginal de 20%. À cela s'ajoute 15% de TVA sur sa consommation. Et pour lui, le salarié mauricien, aucun allègement sur les droits d'enregistrement dans ce Finance Bill. Pourquoi demander des efforts toujours à ceux qui travaillent à Maurice, consomment à Maurice, payent les impôts à Maurice et cherchent simplement à se loger à Maurice, tout en retirant une hausse de taxation qui concernait des acquisitions immobilières de luxe par des étrangers? Nous ne sommes pas contre l'investissement étranger, mais la fiscalité doit être juste et équitable. Il faut penser aux Mauriciens et à leurs intérêts en premier. La classe moyenne ne peut pas systématiquement être celle qui paye pendant que les acquisitions immobilières de grande valeur par les étrangers bénéficient d'un traitement favorable, alors qu'ils peuvent payer plus. Protégeons notre population. L'écologie. La clause 38 de l'Economic and Financial Measures Bill modifie le Morcellement Act. À la lecture de l'annexe du budget, on pouvait croire que le gouvernement proposait un simple ajustement. Mais en lisant le texte de loi, on comprend que cela signifie une protection environnementale qui disparaît. Alors que le gouvernement ne cesse de parler de réchauffement climatique, de renforcer notre résilience, mais d'un côté, les beaux discours, et de l'autre, il enlève l'obligation de Green Forest pour les nouveaux morcellements. Je trouve ce choix incompréhensible. Au moment où l'Europe connaît des canicules de plus en plus intenses, une leçon s'impose partout. Les arbres ne sont pas un luxe.
Ils sont une protection contre les îlots de chaleur. Ils rafraîchissent nos villes, améliorent la qualité de l'air et préservent la biodiversité. Pendant que de nombreux pays renforcent la végétalisation de leurs villes, Maurice choisit d'affaiblir ses exigences environnementales pour les nouveaux morcellements. Pourquoi enlever cette exigence de plantation d'arbres? Tous les espaces verts ne se valent pas. Une pelouse n'apporte ni de l'ombre, ni le rafraîchissement, ni les bénéfices écologiques d'un couvert arboré. Face au changement climatique, nous devrions renforcer la place des arbres dans nos développements et non pas la réduire. Le plastique. Dans son discours sur le budget, le ministre des Finances a annoncé que le gouvernement étend sa taxe d'accise de 2 roupies à l'ensemble des bouteilles en plastique. Ensuite, on découvre à la section 4 du Finance Bill toute une série d'exemptions. Le gouvernement attend 135 millions supplémentaires pour l'exercice financier 2026-2027 grâce à cette mesure. Mais une politique écologique ne peut pas simplement consister à dire polluer et puis payer. Nous devons dire produisez autrement. Où est la responsabilité élargie du producteur? Où est l'obligation pour les producteurs et les importateurs de trouver des alternatives? Oui, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile d'exempter. Mais ce n'est pas sur le consommateur que doit peser ce choix de facilité. La transition écologique doit changer notre modèle de production et de consommation. Elle ne doit pas simplement devenir une nouvelle recette fiscale sur le dos des consommateurs. Notre territoire, le Bill, le Finance Bill, introduit à la section 15, le Golden Visa Scheme. Encore une fois, nous ne sommes pas contre l'investissement étranger. Mais d'abord, pourquoi est-ce que l'obligation d'investir au minimum $1 million doit être faite après avoir obtenu le Golden Visa? Est-ce que cela ne devrait pas plutôt être une condition pour obtenir le Golden Visa? Et quelle sera l'autorité qui s'assurera que le minimum de $1 million aura bien été investi? Quel sera l'impact sur notre foncier, notre logement et tous ces jeunes qui ont de plus en plus de difficultés à se loger? Quelles études ont été faites pour évaluer l'impact de ce genre de schèmes similaires qui ont déjà existé dans le passé, avant de venir en proposer encore un? Est-ce que son efficacité, ses bénéfices pour la population en entier ont été démontrés? Non. Combien d'emplois ont été créés avec ces schèmes? On ne le sait. Combien d'emplois seront créés avec ce nouveau scheme? On ne le sait. Et quelle inégalité ces schèmes déjà existants ont aggravé en termes d'accès à la propriété. Notre terre est limitée, notre logement est limité, notre pays n'est pas une marchandise. Des garanties devraient être apportées et des critères plus rigoureux devraient être imposés. D'un côté, le gouvernement continue de faciliter la vente de notre patrimoine aux étrangers et de l'autre, il sacrifie nos terres en construisant à coups de milliards de nouvelles routes et autoroutes dont la nécessité reste à être démontrée. Dans quels intérêts? Le gambling. Le gouvernement élargit à la section 6, page 23 du Finance Bill, le gambling en ligne, ce qui remplira certainement les caisses de l'État. Mais combien cela coûtera à nos familles? Il faut financer la prévention et le traitement de l'addiction avec une partie des recettes du secteur. On ne peut pas privatiser les profits et socialiser les dégâts. Encore une fois, protégeons nos citoyens. Et enfin, pour finir, les pensions. On nous dit que la pension reste accessible à 60 ans. Mais après avoir reculé sur le means test, le Bill prévoit désormais dans sa section 12 une réduction de 0,5% par mois avant l'âge de référence. L'âge de la pension complète est donc à 65 ans. Et si elle est prise à 60 ans, elle sera de 30% de moins. Pourquoi pénaliser financièrement une personne qui, après une vie de labeur, ne peut plus continuer de travailler à 60 ans? Un travailleur manuel n'est pas dans la même situation qu'un cadre de bureau à 60 ans. Ce sont ceux qui exercent les métiers les plus pénibles et ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, qui seront obligés d'accepter cette pension réduite. Ce nouveau système ne prend en compte ni la vulnérabilité financière, ni la pénibilité de l'emploi. Ce système est injuste.
Une réforme des pensions ne peut pas être uniquement une équation actuarielle. Et il faudrait arrêter de dire que notre État-providence est un luxe. Derrière les chiffres, il y a des êtres humains. Aujourd'hui, la Basic Retirement Pension représente environ 7,8% du PIB. Mais si Maurice retrouvait une croissance moyenne de 5,1%, la part du Basic Retirement Pension dans le PIB descendrait à 5,9% d'ici 2035. Donc la question n'est pas seulement combien coûte la pension, mais elle est surtout quelle économie voulons-nous construire pour pouvoir financer dignement nos retraités. Concernant l'indexation, le ministre de la Sécurité sociale avait dit que la pension serait indexée sur l'inflation. Au final, le texte, au vu de l'amendement proposé à la dernière minute mardi dernier, dit que la pension doit être augmentée, mais il dit aussi qu'elle doit l'être basée sur un taux qui pourrait être prescrit. Ce n'est donc pas une augmentation automatique. Et surtout, il n'est même pas question d'indexation, juste d'une augmentation possible, basée non pas sur l'inflation, mais sur le coût de la vie. Une augmentation de pension qui dépendra d'une décision future n'offre pas la même garantie qu'une pension dont le pouvoir d'achat est protégé automatiquement. Pour ce qui est du NPPF, il a disparu, mais contrairement à ce que le ministre Soubron avait annoncé, c'est-à-dire que le projet de réforme de la NPF ne passerait pas par le Finance Bill. C'est fatigant, madame, d'entendre tous ces... Madame la Présidente, c'est épuisant d'entendre tous ces bavardages. Mais, OK. Moi, je vous entends. Oui, c'est pas grave. Je dis simplement que vous n'êtes pas en train de les reprendre à l'ordre. Oui, mais si. OK. Ne me dites pas ce qu'il faut que je fasse. Je vous écoute et vous avez encore une minute. Allez-y, j'entends. Je ne peux pas dire 100 fois par jour qu'il n'y ait plus de murmures. 100 fois, je ne peux pas. Allez-y. Ça a été sans arrêt depuis le début. Allez-y. Et à aucun moment je ne vous ai entendu les reprendre à l'ordre. Mais bon, okay. Allez-y. Pour ce qui est du NPPF, il a disparu. Mais je reprends cette partie-là. Mais contrairement à ce que le ministre Soubron avait annoncé, c'est-à-dire que le projet de réforme de l'NPF ne passerait pas par le Finance Bill, le Premier ministre a choisi, lui, d'introduire la réforme à travers la mise en place d'un Steering Committee qui formulera des recommandations pour la création du Independent Pension Regulatory Authority et d'un Central Pensions Administration Bureau. Le Steering Committee répondra au ministre des Finances directement, sera présidé par le secrétaire financier et soumettra son rapport directement au ministre des Finances. Le CPAB va créer un système unique de pension qui va incorporer l'ANPF et les régimes gérés par la SICOM pour le compte de l'État et ses employés. Donc, en d'autres mots, exactement la même chose que proposait, je cite, la petite clique dénoncée par le ministre de la Sécurité sociale. Et on se demande comment est-ce que ce ministre va faire respecter sa promesse d'une large consultation sur le sujet de la réforme de la NPPF. Tout cela ne fait que renforcer le flou et les inquiétudes de la population qui méritaient d'être consultée comme il se doit. Une telle réforme ne peut pas se faire sans la population. Elle doit se faire avec elle. Une énième contradiction et reculade est d'ailleurs le fait que le Premier ministre et ministre des Finances annonçaient dans le discours du budget l'introduction de l'importation parallèle pour stopper la flambée des prix et soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Mais le Premier ministre nous annonce désormais, mardi dernier, dans son discours, qu'il faut plus de préparation pour venir avec l'implémentation de cette annonce. Si le gouvernement peut repousser cette mesure, pourtant essentielle pour soulager la population, pour des raisons de préparation technique, cela aurait dû avoir été le cas pour la réforme de la pension également, vu les levées de boucliers et le manque de clarté. N'entendez-vous pas la rue qui gronde, les syndicats, les jeunes qui se mobilisent dehors? N'entendez-vous pas les appels au secours de nos seniors? N'entendez-vous pas tous ces gens qui se mobilisent dans nos rues, nos villages, devant le Parlement en ce moment même? Ne voyez-vous pas la crise sociale? Vous en portez la responsabilité. Revoyez vos priorités. La population vous a mis là pour défendre ses intérêts. Je terminerai en rappelant qu'il faudrait que la croissance serve
la population, servent nos concitoyens, et non pas l'inverse, qu'il existe d'autres choix, faire contribuer davantage ceux qui possèdent davantage, lutter contre l'évasion et l'optimisation fiscale, améliorer l'efficacité des dépenses publiques, revoir les exemptions et incitations fiscales qui ne produisent pas les bénéfices attendus. Nous ne sommes pas condamnés à sacrifier notre État-providence. D'autres voies existent.